Alors, nous sommes à présent 8, sans compter bien sûr les animateurs de Balthazar. D'abord, bienvenue à vous, bienvenue à ce webinaire consacré à l'expérience client dans le monde d'après. Juste veillez bien à vérifier que vos micros sont éteints. Tout à l'heure, ils seront réactivés au moment du temps d'échange libre entre nous, les intervenants, et puis les différents participants. Donc, encore une fois, bonjour à vous. Merci de nous avoir rejoints. L'équipe Balthazar espère que vous et vos proches allez bien dans ce contexte inédit et parfois bouleversant pour nous en ce moment. Donc peut-être quelques mots de présentation de l'équipe Balthazar. À vos côtés aujourd'hui, moi-même, Julien Grandchamp, Sandrine Lépée et Muriel Vincent. Donc nous sommes tous trois directeurs chez Balthazar. Balthazar, qui est un cabinet de conseil en stratégie de transformation et qu'on peut décrire au travers de 3 chiffres, 15 années d'existence, 40 collaborateurs et puis 3 entités qui traitent de toutes les composantes de la transformation et avec en particulier une focalisation sur les sujets qui tournent autour de l'expérience client et du management de l'expérience client, expertise que je porte au nom du cabinet et donc je suis à vos côtés aujourd'hui. Alors, pourquoi ce webinaire? En quelques mots, le contexte de crise, vous le savez bien entendu, vous y êtes confronté chaque jour, a des impacts sur l'expérience client et sur la manière de la manager. Et quelque part, bien malin, qui pourra prédire la configuration du monde d'après. Cependant, quelques tendances se dégagent. Et l'objet de cette session ensemble aujourd'hui est de vous permettre de partager vos préoccupations et vos convictions sur le sujet. Donc ça se fera au travers de partage de témoignages, donc de 3 intervenants qui seront présents avec nous, soit en live, c'est le cas d'Anne-Christelle et je remercie, Anne-Christelle Ogler de HomeSurf que je décrirai tout à l'heure. Et puis également à nos côtés, Florence Désert, cette fois via un témoignage vidéo, qui est la directrice de l'exploitation et de l'expérience visiteur de la Tour Eiffel et qui avant s'occupait de la culture client et des parcours clients chez Air France. Et également un témoignage qu'on verra tout à l'heure de Stéphanie d'Orléans, qui est responsable de l'expérience client pour April. Voilà, je reviendrai un peu par la suite sur ces différentes sociétés. L'idée, ça va être de partager autour de ces témoignages, que nous, Balthazar, on puisse vous présenter une synthèse de tendances à la fois sur le volet client, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe, quelles peuvent être les nouvelles attentes des clients dans le monde d'après, et puis quelles répercussions ça peut avoir, quels défis de transformation, quelle dimension managériale il va falloir anticiper pour pouvoir répondre au mieux à ces nouvelles attentes. Alors, juste un mot sur le déroulement. Donc il y aura un temps tout à l'heure pour échanger plus librement où les différents participants, donc vous êtes maintenant 13, donc bienvenue aux nouveaux arrivants. Donc il y aura tout à l'heure un temps d'échange plus libre. Pour le moment, ce qu'on va vous demander, c'est d'utiliser la fonction converser ou question-réponse qui se trouve au bas de votre écran sur l'interface Zoom. Alors bien sûr, on ne pourra pas traiter toutes les questions. On essaiera et tous les commentaires, mais on essaiera de faire au mieux et de toute façon, on pourra y répondre par la suite dans la foulée du webinaire. Voilà. Muriel, Sandrine, je n'oublie rien. On peut y aller. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de commencer avec les témoignages. Donc, séquence perspective et tendance, avec un premier témoignage, donc celui de Stéphanie d'Orléans. Donc vous allez voir tout de suite la vidéo qui va s'afficher sur vos écrans. Voilà, donc vous nous voyez des visages. Alors, pour moi, je trouve que cette crise a vraiment confirmé 2 principaux intolérables qu'ont les clients.
Le premier, c'est d'être face à une marque qui ne répond pas à leurs attentes de base en termes de relations clients. Donc, quand on parle d'attente de base en termes de relations clients, c'est de pouvoir joindre quelqu'un au téléphone, d'avoir une réponse à sa question, de trouver de l'information facilement, d'avoir une demande qui soit traitée dans les délais attendus, etc. Donc, je trouve que là, avec cette crise, ça vient confirmer l'importance qu'a cet élément pour les clients. Le deuxième intolérable pour moi que cette crise vient confirmer, c'est le fait de ne pas faire d'efforts. Les clients aujourd'hui s'attendent à avoir un parcours, une expérience client qui soit la plus fluide possible et que ça ne leur demande le moins d'efforts possible. C'est vraiment un élément, un pain point qui est fortement relevé de la part de nos clients et pour lequel ils n'ont plus du tout en fait, de tolérance ou d'acceptation s'ils sont face à des process et des parcours qui sont trop complexes, très peu fluides, qui leur demandent trop d'efforts et pour lesquels, du coup, ils n'arrivent pas à aboutir à leurs demandes facilement et simplement. Et ensuite, je trouve qu'il y a un troisième intolérable et qui est vraiment mis en lumière là, durant cette crise, c'est le fait de se retrouver face à une marque qui n'est pas dans une posture d'accompagnement de ses clients et principalement dans les moments importants et difficiles qu'ils peuvent rencontrer actuellement. Donc, en ce qui concerne les essentiels de demain, ce qu'on voit, c'est que les attentes clients changent, les comportements changent et vont continuer à évoluer sur les prochaines semaines et prochains mois. Et ce qui ressort beaucoup, c'est que maintenant, il va vraiment falloir proposer un mix entre digital et humain beaucoup plus fort peut-être que ce qu'on faisait jusqu'à présent. Le client veut maintenant que tout son parcours et son expérience soient simples, fluides. Et aussi, à travers cette crise, les clients ont de plus en plus besoin d'être autonomes, de pouvoir gérer les choses à distance par eux-mêmes. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on accélère sur tout ce qui est digital, qu'on propose aux clients des outils qui leur permettent de gérer leur contrat tout seul, de faire des modifications tout seul, de potentiellement rentrer en contact de façon aussi digitale avec des conseillers. Donc ça, c'est vraiment la partie digitale, mais ça ne veut pas dire qu'il faut mettre de côté l'humain. Donc c'est vraiment pour ça que j'insiste sur le mix digital et humain. Il faut par ailleurs que les clients puissent trouver à chaque instant un accompagnement humain qui soit là pour les aider dans l'ensemble de leur démarche. Alors, ce qu'on est en train de vivre là depuis quelques semaines a fortement impacté les modes de fonctionnement en interne de l'entreprise, nos organisations bien évidemment. Mais surtout, moi, ce que j'en retiens, c'est qu'il nous a un peu forcé à devenir vraiment agile, à s'adapter de façon très rapide à une situation qu'en fait, on n'avait jamais vécue jusqu'à présent. Et donc ça nous a amené à quoi? Ça nous a amené à nous développer et à accélérer fortement la digitalisation. Par exemple, on a développé très rapidement de nouvelles fonctionnalités sur notre espace client. On a également développé des outils de contact avec nos clients nouveaux. Donc, ça nous a aussi amené à être agile et à changer nos façons de faire en ce qui concerne les process ou les offres ou les services qu'on peut mettre à disposition de nos clients ou même de nos distributeurs. Assurance, en général, il y a des process, des procédures qui sont assez compliquées. Bon, bah là, on a en quelques jours complètement assoupli certains process, revu entièrement certaines règles pour pouvoir simplifier les parcours clients, pour pouvoir fluidifier aussi l'expérience qu'allaient vivre nos clients dans ces moments qui sont un petit peu compliqués. Et puis, aussi, c'est d'aller vers davantage de responsabilisation des collaborateurs en relation client. Et donc ça aussi, c'est des choses sur lesquelles il faut qu'on capitalise et sur lesquelles il faut qu'on arrive à tirer des enseignements pour pouvoir conserver cette dynamique-là qui est en train d'être créée pour après. Donc, cette crise effectivement nous a fait traverser toute une période un peu de turbulence avec certaines contraintes, mais moi, ce que j'en tire, c'est que c'est aussi une belle opportunité pour repenser toute notre expérience client, la retravailler, accélérer aussi certains pans qu'on avait en projet, comme la partie de la digitalisation, comme l'évolution de la posture de nos conseillers de relations clients, comme aussi la simplification de nos offres, de nos prothèses, de nos parcours. Donc voilà, c'est vraiment une période sur laquelle derrière, il va falloir qu'on capitalise pour en tirer toutes les bonnes leçons et pouvoir
inclure tout ça dans nos nouveaux modes de fonctionnement et nos façons de travailler et d'aborder l'expérience client. Ok. Alors, maintenant, on va retrouver Anne-Christelle pour un témoignage. Donc, bonjour Anne-Christelle. Ah, Anne-Christelle, votre micro, pour vous récupérer. Bonjour à tous. Bonjour, merci d'être parmi nous, merci d'être en live, ça permet quelque chose de beaucoup dynamique avec vous du coup. Donc par rapport à ce qu'on vient de voir, et on va aller sur le même registre de ce questionnement autour des intolérables et des essentiels. Donc avant de commencer peut-être ce registre de questionnement, je vous propose peut-être de présenter HomeServe peut-être. Oui, quelques mots sur HomeServe. Donc HomeServe, c'est un spécialiste du dépannage et en particulier du dépannage d'urgence à la maison ou en appartement pour ceux qui sont en appartement, sur tout ce qui concerne à la maison l'électricité, la plomberie, le chauffage, la clim, l'électricité. Voilà. Donc on s'appuie pour le faire sur un réseau de 3000 professionnels en France, qui est un réseau, et c'est intéressant en termes d'expérience délivrée, qui est un réseau de prestataires qu'on anime, qui n'est pas un réseau salarié. Donc, on a un certain nombre de partenariats avec ces personnes-là. C'est 500 collaborateurs HomeServe en France, 6000 dans le monde, et c'est une société d'origine anglaise. Et évidemment, très vite, le Covid, au-delà de nos collaborateurs, ça a voulu dire des choses. Comment on fait pour intervenir chez des clients, sachant que pour nous, nos interventions se font dans la maison, donc dans l'intimité ultime, surtout en période de confinement. Voilà. Ok, super. Et donc, pour vous, alors par rapport à cette crise, quels sont les nouveaux intolérables de l'expérience client? Alors, il y a des points qui étaient, je pense, c'est des points qui étaient déjà vrais avant et qui sont considérablement accentués. Par exemple, le fait, il ne faut surtout pas dire qu'on ne peut pas apporter de solution. Donc, tout ce qui tourne autour de la capacité à amener une réponse, de la visibilité, y compris de savoir dire qu'on ne peut pas tout de suite réaliser une prestation, un service pour un client, et de jouer le langage de vérité. Et par exemple, ce qui a été notre cas, d'expliquer qu'il y a certaines interventions que nous n'avons plus fait pendant la période de confinement et qu'en revanche, certaines interventions qui restaient des dépannages vraiment urgents, qui pouvaient altérer le domicile si nous n'intervenions pas, le dire, l'expliquer, le faire avec pédagogie et jouer, je dirais, carte sur table, c'est plus que jamais important. C'est un sujet qui existe déjà en temps normal, par exemple, sur des délais clients, quand est-ce que vous allez me répondre, quand est-ce que j'aurai une réponse, ou de toute façon, c'est jamais bon de donner une fausse promesse ou de laisser un client dans l'expectative. Je pense que là, d'autant plus, dans un contexte où on a besoin d'être rassuré, il faut savoir donner de la visibilité, dire éventuellement qu'on fait autrement, dire ce qu'on fait encore et des fois dire ce qu'on ne fait plus. Et ça, je pense que c'est important parce que le client comprend beaucoup plus de choses que ce qu'on peut parfois imaginer dès lors qu'on est clair avec lui. Voilà. Ça, c'est un point clé. Je pense que, alors c'est plutôt de l'autre côté, c'est plutôt du côté du tolérable. On peut se permettre, et je trouve nous, on l'a testé à cette période-là, d'aller plus loin dans la dimension un peu connivence relationnelle avec le client. Et donc, je pense que ce qui serait intolérable, c'est de ne pas mettre une couche d'empathie très, très forte à une période comme celle-ci. Parce que justement, c'est une période où on trouve des situations individuelles très différentes, des réactions clients très, très différentes. Et donc, la petite touche en plus de compréhension, de pédagogie et de montrer qu'on est tous dans cette situation-là qui est compliquée et on sait y faire face, c'est important. Donc, rester sur quelque chose de très froid, ce serait vraiment l'intolérable pour moi à cette période-là. Ouais, bien sûr. Et du coup, par rapport à ça, on voit bien que ça rejoint les essentiels, les nouveaux essentiels, qui seraient de cet ordre plus relationnel. Exactement. Je rejoins complètement ce qui vient d'être dit sur le fait que, bien sûr, c'est une crise dont on se serait tous au niveau mondial passé. Pour autant, maintenant qu'elle est là, on voit qu'il y a plein de sujets qui bougent et qui sont aussi des opportunités de faire différemment. Nous, on a testé à certains moment du parcours, des appels sortants qu'on ne faisait pas à telle et telle étape du parcours, parce qu'on s'est dit c'est l'occasion de mettre plus de relationnel, d'aller à la rencontre de notre client, y compris pour voir comment ils vont. Et en fait, ça fonctionne très bien. Ça crée un autre lien. On peut dépasser la dimension purement transactionnelle pour aller vers du vrai relationnel et montrer qu'on est là. On a quelques verbatim clients qui sont assez formidables, qui nous disent eh ben, vous savez, je ne m'attendais vraiment pas à ce que vous me rappeliez
par exemple, un client à qui on n'a pas pu, chez qui on n'a pas pu intervenir au début du confinement, qu'on rappelle maintenant parce que tout doucement, c'est la reprise. Et vous voyez, ça, c'est transposable à tous les secteurs d'activité. Un client qui se dit « Waouh, on se souvient de moi, on me rappelle, on prend le temps de parler bien sûr de mon contrat, mais déjà, on démarre la conversation en demandant comment ça va. » Et ça, Ouais. c'est extrêmement précieux pour aller vers quelque chose de très fort et dans l'empathie, par exemple. Est-ce que vous voyez d'autres nouveaux essentiels qui se sont apparus du coup Oui, je pense là aussi, c'est intéressant parce que ça se recoupe avec le témoignage précédent, c'est-à-dire il y a vraiment ce mix, savoir bien mixer l'humain et la machine. Et donc, jouer sur cette intelligence émotionnelle et parfois l'intelligence artificielle. Il faut pas il faut être vraiment présent et qu'un client puisse systématiquement reboucler vers un canal humain. Mais on voit aussi que dans cette période, pouvoir offrir des nouvelles solutions, c'est quelque chose de précieux. Je vous donne un exemple. On a accéléré une initiative autour de ce qui s'appelle le self-fix, c'est-à-dire le self-dépannage. C'est-à-dire que dans cette période où on ne pouvait pas assurer toutes nos interventions, on a déployé une solution de vidéo partagée avec nos clients, pour ceux qui le veulent, bien sûr. Et donc, ça nous a permis de résoudre sans bouger et sans que notre client bouge certains dépannages qui, en fait, étaient très simples, mais avec un petit accompagnement par la vidéo et ce que nos techniciens arrivaient à voir permettait de guider le client pour qu'il arrive à résoudre au moins à court terme sa problématique à son domicile. Donc ça, c'était une nouvelle étape qui a pris sa place avec un peu de vidéo, avec une autre manière d'interagir avec le client. Et ça a été très étonnant pour nos clients, notamment ceux qui avaient une situation suffisamment simple pour qu'elle puisse être résolue à distance sans même qu'on intervienne. Bien. Et qu'est-ce que ça a changé aussi en termes d'organisation avec vos collaborateurs face à cette crise? Alors, d'une part, nous, il faut savoir qu'on est passé, la majorité des collaborateurs HomeServe sont dans mes équipes parce qu'il y a plus de 50 ou 55% de nos collaborateurs qui font partie de mes équipes clients et opérations. On était à 12% de télétravail avant le confinement. Donc déjà, on est passé à 99,9%, je dirais. Donc quasiment tout le monde est en télétravail. Le management à distance a pris toute son ampleur. Moi, j'entendais souvent dire, parce qu'on projetait d'accélérer le télétravail, mais peut-être pas dans cette ampleur-là, comment on va faire pour manager à distance, surtout une activité de relation client, c'est pas possible avec une grande ampleur. Mais bien sûr que si. On réinvente les pratiques managériales, les briefs quotidiens qu'on peut faire sur un plateau dans un centre de contact client, ils se font très bien avec du Zoom, du Meet ou peu importe. Donc, il y a des rituels qui ont été complètement recréés. Et ça, je trouve ça assez formidable. Le pilotage de l'activité a été considérablement modifié, c'est-à-dire que on est passé sur des éléments de suivi d'activité beaucoup plus synthétiques, beaucoup plus courts, beaucoup plus suivis en temps réel. Et qui, plutôt que d'être dans des grands tableaux où finalement on voit beaucoup de chiffres alors que seulement certains sont importants, les managers avec leurs équipes se sont concentrés sur l'essentiel qui permet de suivre l'activité et de vérifier que tout se passe bien. Et puis, c'est aussi beaucoup d'entraide, c'est-à-dire qu'assez naturellement, des entraides de collaborateurs qui sont plutôt sur de la vente et qui ont même eux-mêmes levé la main pour dire on va aller aider nos collègues qui sont plutôt sur la partie dépannage et assistance. Donc, on a vu des choses comme ça en termes de développement des compétences intéressantes. Il y a eu beaucoup de formations pour venir aider les équipes qui étaient plus chargées que d'autres à cette période de confinement. Ouais, il y a une véritable collaboration qui s'opérait en interne sur les nouvelles pratiques. Complètement. Et quelque chose de très similaire au témoignage précédent. Certains processus qu'on rêvait de simplifier pour nos clients l'ont été dans des périodes très courtes. Donc, c'est toujours assez formidable de voir ce qu'on rêvait de faire pendant des semestres entiers, en quelques jours, sont testés et on voit que ça marche. Des belles pratiques à garder maintenant. Oui, oui, tout à fait. Et merci beaucoup Anne-Christelle pour ce témoignage. Avec plaisir. Et vous serez avec nous de toute façon. Si les personnes souhaitent poser des questions tout à l'heure, vous posez des questions directement. Il est possible, bien évidemment, vous l'avez vu, par converser. Ce qu'on vous propose maintenant, c'est de passer sur le troisième témoignage, dans celui de Florence Désert.
donc qui est en vidéo, évidemment, celui-ci aussi, ce qu'on vous avait dit précédemment. C'est parti. Alors, de mon point de vue, j'ai un premier intolérable, je pense, qui est la promiscuité. La promiscuité, à mon avis, va être un sujet majeur, c'est-à-dire les foules, l'entassement, l'accueil de masse mal maîtrisé, va être quelque chose qui va être difficilement supporté par les clients. Alors, bien sûr, ce critère-là est particulièrement fort pour quelqu'un qui s'occupe de l'exploitation de la Tour Eiffel et de l'expérience client de la Tour Eiffel. Mais je pense que dans tous les lieux d'accueil, quels qu'ils soient au sens large du terme, la question de la promiscuité va être une question qu'il va falloir adresser et qui est justement, qui fait partie, à mon avis, des nouveaux intolérables de l'expérience client. La deuxième chose, je pense, c'est le laisser-aller sanitaire. C'est-à-dire que si on n'est pas capable de prouver qu'on est, entre guillemets, sanitairement correct, on aura beaucoup de mal à convaincre dans l'expérience client. Donc, toute forme de laisser-aller sur le plan sanitaire devra vraiment être contrecarrée par des affirmations très très fortes dans ce domaine, dans les différents points de contact du parcours, je dirais. Et puis, le troisième point, le troisième nouvel intolérable, si je puis dire, ça serait l'irresponsabilité sous toutes ses formes. Donc, l'expérience client ne devra pas montrer des signes d'irresponsabilité au sens large du terme. Voilà, donc c'est un peu les trois axes que je verrai pour répondre à votre question. Pour moi, le maître mot, ça va être le soin à 3 niveaux. Et je vais commencer d'ailleurs, parce que finalement, dans expérience client, il y a client, mais on ne sait pas si c'est interne ou externe. Donc, je vais commencer par l'interne. C'est le soin porté aux collaborateurs dans un premier temps, parce que ça va être un essentiel plus que jamais, parce qu'il va falloir qu'on ait des collaborateurs qui eux-mêmes aient confiance et qui se sentent assurés et réassurés et rassurés dans l'environnement dans lequel ils vont évoluer. Donc, je pense que le soin porté aux collaborateurs sera plus que jamais important. Le soin porté aux clients, évidemment. Et là, il va falloir montrer et avoir des preuves extrêmement tangibles, voire parfois même faire des actions qui sont encore plus... qui soient les plus évidentes possibles pour qu'on comprenne qu'on a affaire à une structure d'accueil qui est sérieuse et qui a pris conscience de ces questions à la fois sanitaire et responsabilité au sens général, et puis le soin porté à la planète. Voilà, c'est toutes ces choses-là, ces questions autour du soin, il va falloir le montrer aux collaborateurs, le montrer aux clients et montrer aussi finalement à la planète que l'organisation dans laquelle on est, elle a pris ces 3 dimensions en compte. La deuxième dimension au-delà du soin, c'est la réassurance. Je pense que ça va être essentiel dans l'expérience client de demain. Et ça, je pense que l'humain, c'est assez... On dit que finalement, l'humain, il est capable de quoi? Il est capable de réassurance, peut-être plus que la machine. Et donc, oui, le virtuel prendra sa place et ce mouvement va continuer. Pour autant, l'humain va encore prendre plus de place demain, je pense, aujourd'hui, à cause de ce phénomène de réassurance qui va être demandé par les clients. La société de la Tour Eiffel est impactée, voire bousculée dans certains cas, sur à peu près 5 niveaux. Mais je pense que ce n'est pas exhaustif. Disons, le premier, c'est dans la relation client physique. J'ai appelé un peu ça le syndrome plexi, la relation client plexi, c'est-à-dire que dans les lieux d'accueil, on s'est efforcé pendant des années d'essayer d'ouvrir les lieux d'accueil, que ce soit les lieux d'information, dans tous les secteurs qui accueillent des visiteurs ou des voyageurs, les aéroports, les monuments, les musées, etc. On essaie d'ouvrir le plus possible. Et quelque part, là, on nous demande de mettre des barrières en plexiglas pour protéger, etc. Donc, on a l'impression d'un repli sur soi. Et même si c'est pour la bonne cause, même si c'est pour protéger le client, mais en même temps, c'est aussi pour
peu protégé. Donc ça, c'est quand même une nouveauté. Et pour moi, la relation client physique va devoir se réinventer si elle ne veut pas être trop aseptisée et j'allais dire presque trop impersonnelle. Dans le parcours client également, la notion de l'espace, comme je le disais tout à l'heure, on réalise finalement qu'il y a un manque d'espace partout, en particulier dans des villes comme Paris, mais aussi sur la Tour Eiffel. En plus, le parcours sur la Tour Eiffel, il n'est pas complètement, il n'est pas très simple d'ailleurs, parce que c'est une vieille dame et qui se laisse découvrir par des chemins un peu emberlificotés. Et là, il va falloir passer d'une tour ouverte avec un parcours libre. Et là, il va falloir repenser le parcours et un peu plus contrôler ce parcours. Et ça, pour nous, c'est une grande, grande nouveauté. On n'a jamais connu ça depuis 131 ans, quelque part. Et le corollaire de ce manque d'espace, qui est le troisième point, c'est la fréquentation. Comme beaucoup de lieux touristiques, on a des périodes de haute et de très haute saison, des périodes de basse saison. Quelque part, bon, on ne le régulait pas vraiment, hein, et c'était au bon vouloir des touristes et de leur envie de venir nous voir. Je me demande si demain, il va falloir peut-être rentrer un peu plus dans une plus grande régulation, peut-être, de cette fréquentation. Et puis surtout, de se dire, est-ce que ça doit, mais là, ça va au-delà de l'expérience client à la Tour Eiffel, est-ce qu'il faut changer de business model? Bon, pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais il va falloir qu'on se pose la question, à savoir, faut-il continuer à cette course à l'augmentation des visiteurs de façon très forte. Le quatrième point, c'est le collaborateur. On l'a dit tout à l'heure pour les essentiels, et c'est complètement au miroir du client. Il va falloir la société de la Tour Eiffel est extrêmement, prend vraiment soin de ses collaborateurs. Donc ça, c'est vraiment dans la culture d'entreprise. Donc c'est pas nouveau. On va pas être bousculé dans ce sens, mais il va falloir qu'on prenne en compte beaucoup plus ce qu'on nous demande en matière sanitaire. Le cinquième point, je voudrais terminer là-dessus, c'est la citoyenneté. La Tour Eiffel est un merveilleux symbole de la France, de Paris, et une forme d'universalité. Et cette question de l'engagement citoyen, je pense que la Tour, encore plus qu'avant, peut le représenter au travers des événements et des fêtes que nous allons accompagner. Et donc ça va être une dimension, on l'a vu, pour soutenir les soignants, les livreurs, tous ceux qui nous aident dans cette période, les personnes qui font du nettoyage partout, tous ces gens qui continuent à travailler, eh bien, la Tour va les célébrer et dans notre offre, cette notion de citoyenneté va être encore plus forte. Voilà un petit peu comment je vois la façon dont cette crise va nous impacter. Alors, au travers de ces différents témoignages qui finalement, issus d'univers assez différents, tous tournant autour du service, on peut voir un certain nombre de tendances sur ce qui va se jouer en termes d'attente client dans le futur. Donc, ce qu'on vous propose là, c'est de vous en présenter une synthèse de ces tendances, à la fois fondée sur les témoignages d'Anne-Christelle, de Stéphanie et de Florence, encore une fois on remercie, et sur les tendances que par ailleurs on peut capter. Donc vous allez bien entendu retrouver les choses que vous avez entendues. Un premier point très important dans l'expérience client de demain, il y a toute une dimension qui tourne autour de la responsabilité de l'entreprise. Donc un besoin de la part des clients d'avoir du sens, de voir l'utilité concrètement, de comprendre l'impact sociétal, d'avoir une expérience authentique et qui ait une verticalité, une cohérence finalement entre la mission, l'impact sociétal de la société et puis ce qui est vécu dans l'expérience. Un autre aspect tout à fait évident, on le vit en ce moment et on va continuer à le vivre parce que même si on parle de déconfinement, bien évidemment, la crise sanitaire est un sujet qui va probablement nous emporter sur quelques mois. Et même si le virus s'en va, de toute façon, les états d'esprit sont de toute façon affectés. Et donc, il y a une préoccupation sanitaire accrue et qui va rester. Donc, une attention exacerbée autour de la prévention des risques sanitaires, de la propreté et de l'hygiène. Et donc, besoin de voir du concret autour de dispositifs de désinfection. Pour reprendre les mots de Florence, une aversion pour la promiscuité
qui va poser évidemment beaucoup de questions dans les sociétés qui gèrent des flux ou qui font de l'accueil de personnes. Donc la distanciation sociale, ça va perdurer. Et puis une appétence renforcée encore pour tous les dispositifs sans contact. Autre dimension, c'est que la crise a mis en lumière, a quelque part redirigé pour une partie l'expérience client de certains qui étaient peut-être peu digitaux et qui du coup s'y sont mis, hein, notamment dans les populations parmi nos seniors. Il y a une proportion plus importante de personnes qui se sont mis en fait au commerce en ligne. Et d'une manière générale, il y a énormément de fonctionnalités ou de besoins liés au digital qui se sont fait jour, avec de la part des clients quelque part une culture digitale accrue par la force des choses, mais qui va rester. Ce qui signifie que quelque part maintenant, il y a une attente de fluidité, de nouvelles fonctionnalités et d'autonomie qui là aussi se trouve renforcée. Un autre point, donc ça a été clairement évoqué dans les 3 témoignages, un besoin décuplé d'attention, d'accompagnement humanisé et d'empathie. Et évidemment, la dimension émotionnelle de la crise fait que ces dimensions-là sont particulièrement critiques. Et là aussi, la crise, quelque part, a défini un nouveau référentiel d'attente. C'est-à-dire que passer dans le monde d'après et voir finalement la personnalisation et les attentions particulières que les entreprises ont eues auprès des clients, voir ça disparaître par la suite au profit d'un retour vers des modes plus transactionnels, ça va effectivement faire partie des intolérables. Donc c'est pour ça que ces dimensions-là sont particulièrement critiques maintenant et pour la suite. Un autre élément, on en a parlé déjà un petit peu sur parmi les attentes clients, un besoin de renouer le contact, le lien social, la proximité. Le paradoxe de cette situation, c'est que finalement, le confinement est lié finalement à la transmission du virus qui se fait par le lien social, alors qu'il y a un besoin critique de lien social. Et même si beaucoup se sont accommodés et on est beaucoup à travailler à distance, même si on s'habitue à de nouveaux modes d'interaction digitalisés, il y a un certain nombre d'enquêtes, d'études qui montrent que le besoin de retour vers une relation physique, se voir, interagir, partager des choses est très fort. Voilà. Et un dernier point sur, et ça c'est plus globalement, et ça englobe un certain nombre des choses qu'on a pu évoquer jusqu'à maintenant, c'est d'une manière générale un besoin d'être rassuré pour sa santé, et un besoin d'être rassuré aussi sur des aspects plus économiques. Donc ça se joue dans l'expérience, mais l'expérience, elle doit aussi être porteuse d'une attention de l'entreprise plus vaste sur le contexte émotionnel et les craintes des clients. Alors, par rapport à tout ça, peut-être quelques chiffres qui viennent illustrer ces nouvelles tendances en termes d'expérience client. Sur la dimension responsable. Donc, là-dedans, vous verrez des chiffres, certains sont très récents, d'autres le sont moins, avec des tendances qui sont clairement réaffirmées aujourd'hui. Donc, sur la dimension responsable, ça c'est une enquête très récente d'OpinionWay. Pour 69% des Français, la crise montre qu'il faut changer nos modes de consommation en faveur de produits plus responsables. Qu'il s'agisse de produits locaux, qu'il s'agisse de bio, qu'il s'agisse de produits équitables. Voilà, donc ça, c'est une préoccupation qui est très fortement réaffirmée aujourd'hui et qui corrobore, enfin, qui a complété avec un chiffre qui date de l'année dernière, une enquête qui montrait que 64% des consommateurs, 64% des consommateurs optent pour des marques qu'ils jugent socialement responsables. Autre point, donc sur le lien social, le besoin de lien social, j'en ai parlé juste avant. Là aussi, une enquête OpinionWay qui analysait le nombre d'occurrences concernant l'expression du manque d'interaction sur les réseaux sociaux, plus précisément la notion de manque, voilà, le manque de lien social, avec une explosion effectivement du nombre d'occurrences là-dessus entre fin mars et mi-mars, avec un vrai besoin, notamment pour les confinés en mode solo chez eux, qu'il s'agisse d'étudiants ou de célibataires, avec un besoin critique de retrouver du lien, et du lien pas uniquement digital, hein, même si par exemple en Italie, l'usage de Facebook a été multiplié par 2 en 2 semaines, mais il y a un besoin de plus que ça. Même pour les digital natives. Autre dimension, quelques chiffres sur le besoin d'humain ou de relations humanisées.
C'est ce qu'évoquait tout à l'heure Anne-Christelle, c'est-à-dire qu'il y a un besoin d'expérience et d'humanité au-delà de la transaction. Et ça, c'est une étude Kantar, donc 76% des clients qui estiment important que les marques proposent des expériences en dehors de la transaction, avec une étude complémentaire de PricewaterhouseCoopers sur le fait que 75% des individus préfèrent interagir avec un humain plutôt qu'avec une machine. Ça va rester, même s'il y a, c'est une conviction en tout cas qu'on a nous, c'est que oui, il y a quelque part une amélioration des réflexes digitaux et de la culture digitale, mais il y a pour partie, rien ne remplacera le lien en direct. Sur la dimension de la santé, un chiffre très récent qui montre déjà que les préoccupations sanitaires ont un impact sur l'expérience client. Désormais, pour l'achat d'un véhicule en Chine, l'impact sanitaire, ou en tout cas le sentiment que je suis dans l'habitacle de ma voiture, dans un univers sain pour ma santé, c'est désormais le premier critère de choix pour l'achat d'un véhicule. Et avec, en corollaire, en complément de ça, excusez-moi, je me débat avec le petit menu, avec les différentes vidéos. 82% des Français qui déclarent faire plus attention aux conséquences des produits qu'ils achètent sur leur santé désormais. Et puis, après un dernier petit panorama chiffré, cette fois sur l'évolution des comportements sur le digital, on a vu qu'au cours de la crise, 19% des Français ont utilisé Google Drive pour la première fois. On l'utilise en ce moment, Zoom. On connaît, je pense qu'on est nombreux à connaître le chiffre. Voilà une petite société qu'on connaissait peu l'année dernière, avec 10 millions d'utilisateurs l'an dernier. Ils sont aujourd'hui à 200 millions. Donc, il y a une culture digitale, une digitalisation beaucoup plus vaste, une accélération là-dessus. Et un dernier chiffre, là aussi, cette fois du côté de la Chine, qui hélas a été précurseur sur ce sujet du coronavirus, avec une augmentation de 55% du nombre de consommateurs chinois qui ont décidé définitivement de faire leurs courses en ligne au-delà de la crise. Voilà. Donc là, on vient de voir le volet client. Qu'est-ce qui se passe du côté de l'expérience des consommateurs, des individus, des clients? Maintenant, quels impacts du côté des entreprises? Donc là aussi, un panorama de tendance avec peut-être une image qui résume un peu le sujet. Donc le Rubik's Cube, c'est finalement un objet complexe. C'est la résolution de paradoxes. C'est une problématique. Et la bonne nouvelle du côté du Rubik's Cube, c'était une solution à la fin. Donc, c'est plutôt porteur d'espoir. En tout cas, sur les impacts et les défis pour les organisations, une première dimension, cette fois très pratico-pratique, entre guillemets, sur la captation du vécu des clients, de leurs attentes, de leurs préférences, de la satisfaction, des pain points, en gros, tout ce qu'on peut ranger derrière la voix du client et la captation des insights. Ce qu'on voit, c'est que l'attente d'humanité, elle se traduit aussi, elle doit se traduire aussi dans la manière de capter, la manière d'écouter, avec probablement un besoin de recentrage sur des outils de mesure où on utilise moins de questionnaires désincarnés et où on travaille au plus près finalement du client avec un lien plus en direct et aussi une recherche de captation sur un rythme plus régulier parce qu'on est dans une période extrêmement volatile en termes de comportement et de perception. Donc là, sur la voie du client, un chantier de transformation pour les entreprises, c'est de faire évoluer la voie du client pour être au plus près des sentiments des personnes. Je laisse la parole à Muriel pour le point suivant. Merci Julien. Alors, on va un tout petit peu accélérer parce qu'on voudrait effectivement vous donner la parole. Un autre impact qui n'est pas le moindre, hein, on a appelé ça résoudre l'équation économique. Il est bien évident qu'il va falloir repenser les business models de la relation client pour plein de raisons. Hein. La première raison, c'est que l'impact des règles sanitaires sur la relation va avoir un coût. Donc déjà, il y a ça. Et puis, on voit bien que ces nouvelles attentes et besoins clients, il va falloir les recalibrer, il va falloir regarder quels sont ses coûts. Et inévitablement, tout ça va nécessiter de repenser ces business models. Julien, je te propose de continuer sur le troisième impact. Alors là aussi, une équation à résoudre, hein, c'est effectivement l'équation relationnelle. Donc on se l'est dit jusqu'à maintenant, il y a simultanément un fort besoin d'humanisation de la relation, en tout cas de faire perdurer cette relation humanisée,
En même temps, comment on fait quand on est dans un univers digitalisé et qui va continuer à l'être, et comment on fait quand on est dans des environnements, on parlait de la Tour Eiffel tout à l'heure, mais c'est la même chose pour le monde du spectacle, pour l'hôtellerie, la restauration. Comment est-ce qu'on fait pour garantir une relation humanisée quand finalement les règles sanitaires imposent de continuer à maintenir une distanciation sociale qui d'ailleurs, même si elle n'est pas nécessaire, c'est-à-dire même si, comme je disais tout à l'heure, tout va mieux en termes sur le plan de la santé, je pense que un voyageur dans le métro, par exemple, va y réfléchir à 2 fois, même si on lui a expliqué que le virus avait disparu, pour reprendre la ligne 13 le matin, pour ceux qui connaissent cette ligne bondée le matin, le soir, l'après-midi, à tout moment de la journée. Voilà, donc le rejet de la promiscuité, comment résoudre ce paradoxe avec la relation humanisée. Muriel ? Quatrième défi, évidemment, soigner l'expérience collaborateur. Le mot soigner n'est pas choisi au hasard. On est bien, et dans tout ce qui a été dit, on voit bien qu'il faut réassurer, il faut être à l'écoute de son collaborateur, il faut s'assurer qu'ils vont pouvoir continuer de faire leur travail dans des bonnes conditions, que ce soit sur le lieu de travail, mais aussi inévitablement dans leur déplacement. Et c'est d'actualité avec le déconfinement lundi prochain. Et donc, tout ça, ça repose tous les sujets de mode de management, de l'exigence qu'on va avoir vis-à-vis d'eux. Ça pose aussi les sujets de réaménagement des espaces de travail. Ça pose les problématiques de valorisation de la coopération, valoriser les contributions de chacun, la responsabilisation. Donc, soigner l'expérience client, d'être attentif à son client. Soigner l'expérience collaborateur. Le lapsus est révélateur dans la symétrie des attentions. Soigner l'expérience collaborateur, c'est bien sûr faire attention à eux, c'est le fameux care. Et c'est derrière toutes les implications de leur accompagnement sur lieu de travail et tout ce que ça va modifier en termes de management et de reconnaissance. Alors, merci Muriel. Le point suivant, donc on l'a évoqué là déjà plusieurs fois, c'est que finalement on a toute une partie des clients et des consommateurs qui soit se sont mis au digital, soit qui ont intensifié leur consommation de digital, ce qui implique le développement de nouvelles fonctionnalités, ce qui implique pour certaines sociétés pour lesquelles l'e-commerce était une part marginale de leur chiffre d'affaires de s'y mettre vraiment. Ça impose un effort supplémentaire de fluidification, peut-être en lien aussi avec l'assouplissement de certains process dont on a pu entendre quelques mots tout à l'heure, un besoin d'amélioration du niveau de service. Voilà, donc il y a dans cette crise un effet révélateur du niveau de maturité sur la partie digitale et dans certains cas un besoin d'accélération et d'amélioration. Muriel, dernier point. Et le dernier point, c'est bien effectivement le sujet de réexaminer son rôle et sa contribution sociétale. C'est en quoi l'expérience client va prendre en compte ce fameux bien commun, de quelle façon, comment rendre ça visible, cohérent, durable, avec des preuves tangibles. On voit bien que dans ces 8 semaines, le sujet du bien commun est devenu une priorité. Voilà, donc ce qu'on va vous proposer maintenant, c'est de vous donner la parole déjà au travers d'une sorte de vote. On se dit qu'à la fois du côté des attentes clients et du côté des impacts pour vos organisations, il y a différents niveaux de priorité. Alors sur la dimension attente client prioritaire, on voit 2 tendances majoritaires qui se dégagent autour du besoin d'attention, d'accompagnement humanisé et d'empathie, et bien évidemment tout ce qui tourne autour de la prévention des risques sanitaires. Ça, ce sont les 2 thèmes phares, sans surprise bien évidemment, et avec tout de suite derrière ex aequo entre guillemets la dimension effectivement l'affirmation et la traduction dans l'expérience de la dimension du caractère responsable de l'entreprise, qui était aussi le thème de la session du jour, et puis tout ce qui tourne autour du digital pardon, et de la fluidité des parcours. Voilà. Sur la partie défi pour les organisations, un
un chiffre très fort, donc 70% sur la mise à niveau en termes d'expérience digitale, ce qui est assez cohérent avec ce qu'on s'est dit avant. Un autre point également très fort sur une équation à résoudre entre la relation humanisée versus la distanciation. Et là aussi, derrière, on peut y trouver des choses qui tournent autour de comment je dose bien l'effort entre le canal digital et le canal relationnel humanisé. Et puis, troisième item qui arrive, alors il y a 2 items qui arrivent ex aequo derrière cela. Là encore, réexaminer son rôle et sa contribution sociétale, et puis soigner l'expérience collaborateur. Évidemment, un levier clé pour rendre tout le reste possible. Donc, je vous laisse peut-être 2-3 minutes pour regarder encore, quelques instants, pardon, pour regarder ces résultats. Et ce qui évidemment nous intéresse, c'est de comprendre comment vous réagissez par rapport à tout cela. Alors, ce qu'on va faire là… Là, je me permets, il y a déjà une question qui est arrivée, là, je vois. Ah, oui. Alors, comment on peut instaurer une limite entre bienveillance, empathie et manifestation, sentiment d'intrusion? Et peut-être en quelques mots, parce que c'est la première question, c'est exactement celle qui est tout de suite arrivée chez nous. Mais mettre cette touche empathie, comment faire? Mais commencer à demander à un client, au-delà du fait de savoir si on a le droit ou pas, quel est son état de santé, lui expliquer dans quelle mesure un technicien va venir avec un masque, avec toutes les précautions à la maison, comment ça se passe. En fait, pour nos conseillers qui sont en contact téléphonique avec les clients et qui organisent l'intervention et qui doivent maintenant expliquer comment ça se passe, rassurer sur le fait qu'évidemment le technicien est en bonne santé et qu'il arrive avec toutes les dispositions qui vont bien. Et on va quand même poser quelques questions sur l'état de santé de notre client. On ne va évidemment pas envoyer un prestataire dans un domicile où il y aurait une situation sanitaire préoccupante, ou alors on le fait dans des conditions absolument draconiennes. Eh bien, en fait, oralement, au téléphone, nos conseillers essayent et ils s'adaptent. C'est-à-dire qu'assez vite, ne serait-ce qu'en démarrant la conversation avec la question en premier lieu, voilà, j'espère que vous allez bien, que vos proches vont bien dans cette période. Ça permet assez vite de voir si le client accroche ou pas. Et à partir de là, on a même des conseillers qui arrivent à utiliser de l'humour. C'est-à-dire que le fait d'expliquer comment ça va se passer d'intervenir chez un client avec des parties qui sont certainement pas sexy, de parler de distanciation, pas de contact, port du masque, etc. Certains le tournent un petit peu en disant je vais passer sur une partie évidemment qui n'est pas la plus sympa, mais tout ce que vous voyez dans votre quartier, en fait, vous allez le voir avec le technicien qui va arriver. Et donc, il s'adapte. Évidemment, dès lors qu'on voit que le client n'est pas dans cet état d'esprit, on repasse sur quelque chose d'un peu plus transactionnel. Voilà. Donc, ce n'est pas une vérité, en tout cas à mon sens, une vérité absolue. Il y a des situations clients dans lesquelles on sent assez vite si on peut le faire ou pas. Merci, super, Estelle, pour la réponse. Merci pour la réponse. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien. Oui, d'accord. Donc, je suis Edwige. En fait, effectivement, je m'interroge. Bonjour à tous et merci beaucoup pour cette présentation. Je m'interroge effectivement en me disant qu'effectivement, alors je ne sais pas si c'est un aspect culturel, mais c'est vrai que notamment pour un client interne, je trouve que c'est toujours délicat en fait justement de poser cette limite entre ce que j'appelle donc justement ce sentiment d'intrusion, parce qu'on n'a pas forcément envie de trop parler de ses angoisses ou de son vrai ressenti à ce moment-là. Et donc effectivement, c'est une vraie interrogation que je me posais. Donc merci pour la réponse. Donc voilà. Et sur le deuxième point, effectivement, je trouve qu'on parle beaucoup justement on a ressenti énormément là ces dernières semaines le besoin de ce contact physique. On a senti quand même que le contact virtuel avait effectivement ses limites. Et là, pour moi, c'est une vraie équation et je n'arrive pas à concevoir un peu le début de la solution qu'on va pouvoir apporter dans nos différentes organisations. Edwige, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aurait des choses? En ce qui me concerne, en tout cas, j'ai vraiment ressenti que la part… Oui. Vous avez vraiment ressenti, pardon? Ah oui, donc je disais, pour ma part, j'ai vraiment ressenti que la technique apportait vraiment des solutions énormes justement dans des situations de distanciation. Mais effectivement, j'ai vraiment ressenti en même temps que voilà, que le contact physique était vraiment… Okay.
Mais dans ce que vous Donc, je dites, fais sûrement dans ce partie des gens qui ont exprimé ce côté, voilà, je crois qu'il y a 81% ou quelque chose, je ne sais plus. Effectivement, hein, c'est le constat que Comment? toutes les organisations, collaborateurs, managers font. Et ces outils digitaux ont été extrêmement pratiques. Et d'ailleurs, il y a eu une accélération de la digitalisation des entreprises. Mais en même temps, tout le lien qui se fait à travers la relation physique, au bout de 8 semaines, on est tous d'accord pour dire que ça nous manque et que ça devient compliqué, que ça désincarne la relation. Et donc, du coup, comment, et vous posez bien le sujet, hein, comment, au moment du déconfinement, le management va reprendre la main et essayer d'équilibrer une relation encore digitale et petit à petit retrouver une relation physique qui va être difficile hein, en termes d'organisation, mais on voit bien que on en est tous à ce point-là, individuellement, collectivement, et qu'on soit collaborateur, client. Petite illustration du côté d'Homeserve, c'est des limites qu'on a assez vite senties avec et puis il y a des appréhensions individuelles tellement différentes dans la manière d'appréhender le confinement ou d'imaginer de reprendre plus ou moins vite pour certaines personnes sa vie un peu plus habituelle. Donc le choix qu'on a fait au sein du comité exécutif, c'était ce qu'on aurait pu imaginer, hors la partie terrain qui nous implique avec des techniciens, mais sur les fonctions qui sont à Lyon et à Paris, de faire du full télétravail. En fait, on a proposé pour ceux qui le peuvent, c'est-à-dire qui sont en bonne santé ou leurs proches, ils ont un moyen de transport pour aller sur notre site, ils ont une solution s'ils sont parents pour l'école et s'ils le veulent, et donc uniquement sous ces deux conditions, de revenir sur site. Donc certains nous ont dit mais vous êtes sûrs, on n'est pas prêt, c'est trop tôt. On le fait dans des conditions sanitaires de distanciation, de signalétique, de masque, de tout ce que vous voulez. Il y a plus de 80 personnes et on s'était fixé 90 maximum. Il y a plus de 80 personnes qui ont levé la main et quelle qu'en soit la raison. On a des personnes qui ont des situations individuelles où elles n'y arrivent plus à être seules et isolées. Et donc voilà, nous on a choisi tout doucement de redonner pour ceux qui le souhaitent un format un peu plus physique et collectif. Et encore une fois, aujourd'hui chez nous, tout le monde ne le souhaite pas. Merci beaucoup. Alors, la parole à Aline. Je lis sa question, mais c'est peut-être bien qu'elle intervienne en direct. Il y a une question autour de la gestion de la fracture entre personnel de terrain et ceux qui sont à l'abri, entre guillemets, en télétravail. Aline Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Merci pour cette intervention déjà et c'est très intéressant. Ces 3 témoignages étaient vraiment très éclairants. Moi, je me posais cette question, je ne sais pas si vous avez l'occasion d'en parler, autour de cette fracture entre les personnes qui sont effectivement sur le terrain, qui se sont senties sur le front, et ça peut être le cas notamment pour Homeserve, et un peu cette relation qu'ils ont avec ces personnes qui sont restées au siège, qui sont à l'abri chez eux en télétravail. Est-ce que ça ne crée pas justement une vraie fracture au sein de l'organisation et comment on la gère justement? Comment recréer du lien entre ces collaborateurs qui ont eu un vécu de la crise totalement différent? Anne-Christelle, vous voulez Oui, alors c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez vite apparu, et notamment au plan national avec tout le personnel qui est en première ligne versus tous les autres. Alors, nous, aujourd'hui, peut-être que ça va arriver, du coup, je lis votre question, Aline, avec intérêt. On ne le sent pas comme quelque chose qui serait source de tension, mais je me dis que si ça dure longtemps, peut-être que ça pourrait arriver, notamment pour des techniciens qui sont salariés, et puis même tout notre réseau de professionnels. À ce stade-là, nous, ce qu'on a fait, c'est une solution qui est de l'ordre de la communication et de la valorisation. C'est-à-dire qu'on n'a jamais en interne autant communiqué sur ce qui se passe sur le terrain. Ce qui nous fait d'ailleurs dire qu'il faut qu'on le fasse beaucoup plus souvent en temps normal. Des vidéos, des témoignages, des photos, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une semaine sans qu'on n'ait pas un petit reportage sur l'intranet, dans une newsletter hebdomadaire ou un point dans une réunion d'équipe pour dire comment ça se passe sur le terrain pour ceux qui sont restés sur le terrain. Alors, c'est pas ça qui traite le sujet à la racine hein, par rapport à votre question. En tout cas, nous, aujourd'hui, c'est ce qui permet de faire prendre conscience à tous ceux qui ne sont pas sur le terrain de ce que ça implique. Aline, votre question
Et on la retrouve chez beaucoup de nos clients, c'est-à-dire que depuis 2-3 semaines, c'est un sujet qui revient, cette histoire de fracture entre les équipes qui ont été en première ligne, les équipes qui sont restées en seconde ligne. Comment recréer une cohésion, comment repartir sur un projet commun. Voilà, c'est des sujets sur lesquels aujourd'hui un bon nombre d'entreprises sont en train de se pencher. Je rejoins Anne-Christelle, hein, à chaque fois quand on a ces discussions avec nos clients, ils mettent en avant la communication, le fait d'aller chercher la fierté de l'entreprise par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à ce qui a été délivré, par rapport aux initiatives, aux innovations qui ont été faites et de communiquer à l'ensemble des collaborateurs. Mais c'est vrai qu'il y a ce sujet qui remonte. Je pense qu'au moment, dans les prochaines semaines, il faudra sûrement faire un état des lieux et de voir quels sont les problèmes derrière ces remontées. Quels sont les ressentis et quels sont les réels problèmes de cohésion derrière ces remontées. Quelques mots sur notre point de vue de Balthazar, assez rapidement. À la fois sur la dimension, sur le volet client. Alors, notre conviction sur le volet client, c'est que la pyramide de l'expérience client, en tout cas la hiérarchisation des besoins, pourrait-on dire, va être chamboulée, et l'est déjà. C'est-à-dire que tout ce qui pouvait être considéré comme des éléments de différenciation jusqu'à maintenant dans le haut de la pyramide sur l'émotion, au travers de l'empathie, de la considération et tout ce qui tourne autour de l'expérience responsable. Nous, notre conviction, c'est que ça, progressivement, ça va passer, entre guillemets, du statut de nice to have ou very nice to have au champ des éléments de base, en fait. Donc, ça va devenir la norme avec des attendus de base et avec un référentiel des clients dans l'univers actuel qui a changé et qui, de notre point de vue, va rester, en tout cas, pendant quelques mois. Sur la partie côté entreprise, Muriel? Oui, Julien. Alors, il y a beaucoup de choses ont été dites hein, sur ces nouveaux besoins, cette relation client humanisée qu'il va sûrement falloir faire perdurer. On voit bien que pendant ces 8 semaines, il y a eu des collaborateurs en première ligne qui ont été extrêmement agiles, qui ont fait preuve d'initiative locale, qui ont eu une intelligence émotionnelle et situationnelle. Et donc, ça pose la question de, pour la suite, quel degré d'autonomie on va continuer à leur demander dans cette fameuse relation client. Effectivement, on était dans une période exceptionnelle et donc centralisation, décentralisation, jusqu'où on va. Et donc, ce degré d'autonomie, nous, on a une conviction hein, qu'à un moment donné, surtout sur tout ce qui relève de la relation physique, relationnelle, humanisée, l'ajustement, la personnalisation, l'attention, on peut donner un cadre, mais la différence, elle se fait par les acteurs du terrain par rapport à leur initiative. Ce qui engendre un deuxième point qui est le sujet du management. On voit bien que dans les prochaines semaines, le management va devoir articuler cette décentralisation, cette animation des initiatives locales, de ces intelligences émotionnelles et situationnelles. Et en même temps, vont arriver les plans sanitaires extrêmement rigoureux, très centralisés, qu'il va falloir déployer sur le terrain. Et puis, inévitablement aussi, tout ce qui va être plan économique, optimisation, réduction de coûts. Dernier point, mais on l'a déjà évoqué hein, par rapport à l'expérience collaborateur responsabilisante. L'asymétrie des attentions, hein, on en parle depuis très longtemps, mais c'est encore plus vrai maintenant, si j'ose dire, avec cette exigence vis-à-vis de l'expérience collaborateur d'être très tangible par rapport aux promesses, par rapport qui vont être faites aux clients et tout le référentiel relationnel vis-à-vis du client. Quid hein, de sa déclinaison dans l'expérience collaborateur et pas simplement que la déclinaison. Hein, la vraie exigence, ça va être avec des preuves tangibles de ce que l'on propose à nos clients, la symétrie de ce que l'on propose à nos collaborateurs. Et puis pour terminer, ces collaborateurs ont été en première ligne, ont fait preuve d'initiative, ont transgressé un certain nombre de choses. On a parlé tout à l'heure, cette capacité d'aller plus dans le champ relationnel privé, sortir du transactionnel. On ne peut pas imaginer de construire une nouvelle relation client ou de la faire évoluer, sans les solliciter dans la co-construction. Voilà. En tout cas, un grand merci pour votre participation. Merci. Et puis, si vous avez envie de témoigner au prochain webinaire, c'est avec grand plaisir qu'on vous accueillera. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Et bonne journée. Et prenez soin de vous. Merci. Merci beaucoup.
Merci. Au revoir.